Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 23 septembre. L'ouverture du nouveau pôle de psychiatrie adulte à Purpan. Visite guidée dans ce journal et entretien avec le chef de la psychiatrie à Toulouse. Il caricature les clichés toulousains et d'après eux, le sujet est quasi intarissable. Retour sur le phénomène toulousain et sur la façon de faire le buzz sur la toile avec vous, Pascal. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Enfin, un beau week-end de succès sportif, ça fait du bien dans les détails. TFC et Stade en grande forme. Mais tout d'abord, 17 voitures incendiées dans le quartier Ampalo à Toulouse dans la nuit de samedi à dimanche. 6 départs de feu différents aux alentours de 5 h du matin. Avenue Jean Moulin, les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont maîtrisé l'incendie. L'origine de ce geste qualifié de criminel ne ferait guère de doute. Et tout cela est à prendre au conditionnel, évidemment, serait en réponse aux récentes interpellations intervenues dans le quartier. Le sinistre n'a fait heureusement aucune victime. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale qui recherche depuis ce week-end les auteurs de ces forfaits. Sans transition au chapitre santé, le nouvel hôpital de psychiatrie du CHU de Toulouse a ouvert ses portes aujourd'hui. Situé à côté de l'hôpital Paul de Viguier à Purpan, ce nouvel établissement a pour vocation d'héberger les 2 services de psychiatrie adulte situés jusqu'ici à Casselardy. Visite guidée avec Marie Larpan. Avec ce déménagement, le nouvel hôpital de psychiatrie prend place au cœur de l'activité hospitalière, une place de choix pour accueillir jusqu'à 96 patients. Ce bâtiment va être très proche et du bâtiment des urgences et du bâtiment des neurosciences et du bâtiment des médecines, ce qui veut dire qu'on est vraiment inséré au cœur du dispositif médical. Nous étions dans un bâtiment qui n'était plus aux normes d'aucune façon, ni humaine, ni sanitaire, ni d'incendie. Contrairement au site de Casselardy, le nouvel hôpital a été conçu pour la pratique de la psychiatrie en insistant sur l'humanisation de la prise en charge des patients. C'est le point fondamental et je voudrais insister là-dessus. On construit un nouvel hôpital pour les patients, c'est-à-dire que ce qu'il faut prendre en compte, c'est la souffrance, la détresse de quelqu'un qui est malade. Les personnels de santé, de leur côté, appréhendent les spacieux couloirs et larges volumes de leur nouveau lieu de travail. Ils redoutent que ce confort ne nuise à leur sécurité, d'où la généralisation du DATI, le système d'aide au personnel isolé. On peut savoir à tout moment où se trouve un agent et si par hasard il est en difficulté, il peut dire voilà je suis dans tel et tel endroit, même s'il est pris un peu par surprise. Ça c'est une nouveauté dans ce bâtiment. Le nouvel hôpital de psychiatrie devrait être mis en service jeudi prochain. Un mot de politique à présent, c'est Daniel Rouget, le doyen de la faculté de médecine de Rangueil et de Paul Sabatier, qui est depuis ce matin officiellement colistier de Jean-Luc Moudinque. Et il est surtout, vous l'avez compris, issu de la société civile. L'ancien maire de Toulouse affiche en effet depuis quelque temps sa volonté de constituer la liste municipale qu'il dirigera et présentera aux Toulousains en mars 2014 de 50% de personnes issues de la société civile. On écoute justement tout de suite Daniel Rouget qui ne se revendique d'aucun parti politique et Jean-Luc Moudinque sur le choix de ce colistier au micro de Christelle Daour. Moi, je pense que ma participation va relever de questions scientifiques, techniques qui se poseront et pour lesquelles on peut être amené à me confier des dossiers ou à me demander des avis portant sur des éléments qui relèvent de la société civile et des éléments que je connais bien ou de mon regard porté sur la société. Daniel Rouget, c'est l'université, c'est la recherche, autrement dit 2 atouts essentiels pour Toulouse, pour bâtir le Toulouse de demain. Et cette compétence qui est la sienne, l'expérience qu'il a développée, vont être très utiles à notre ville si les Toulousains nous font confiance. Les politiques ne doivent pas accaparer la vie politique. Nous entendons ce scepticisme, nous y répondons, mais nous y répondons de manière positive en permettant à des citoyens qui ne sont pas des engagés politiques de participer eux aussi à la vie de la cité. Un mot d'aéronautique à présent et c'est un véritable tour de force pour Airbus. L'avionneur européen vient en effet de signer sa première grosse commande historique avec Japan Airlines. Oui Pascal, le contrat porte sur la commande de 31 longs courriers A350 pour un montant de 9,8 milliards d'euros avec une option sur 25 appareils supplémentaires. Les livraisons commenceront dès 2019. Airbus s'efforçait depuis quelques décennies déjà de courtiser la compagnie japonaise. Eh bien, les efforts et la patience ont payé. Il s'agit là, il
faut le noter, de la plus importante commande jamais enregistrée par Airbus au Japon. Et on revient au transport en commun toulousain et cette menace de grève chez Tisséo sur la ligne de tramway Garonne, la ligne qui va du lycée des Arènes jusqu'au palais de justice. Le syndicat Sud a déposé un préavis de grève de décembre à avril prochain. Il réclame la suppression de la prime exceptionnelle proposée par la direction pour l'ouverture de cette nouvelle ligne et demande à la place des augmentations de salaire. Je vous rappelle que l'ouverture de la ligne Garonne est prévue le 20 décembre prochain. Et c'est justement la date choisie par le syndicat Sud pour bloquer l'ensemble des tramways de la ville. Syndicats et direction se sont rencontrés aujourd'hui, mais les négociations sont au point mort. La direction a fait valoir de son côté que les négociations salariales existent bien dans l'entreprise et font l'objet d'un calendrier précis. Les dernières ont eu lieu entre janvier et avril dernier. Elles ont débouché d'ailleurs sur un accord salarial signé par l'ensemble des syndicats qui comprend notamment une revalorisation de 1,6% de l'ensemble des salaires. Le 10e forum emploi-formation organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse s'est tenu aujourd'hui et la Toulouse Business School autour de la thématique de l'innovation et de la création d'emplois sur nos territoires. Sur place, des experts et des chefs d'entreprise ont dressé un état des lieux de l'emploi dans notre région. À noter qu'aujourd'hui, 75% des emplois se décrochent grâce à la formation et l'alternance. Des images de Christelle Dao. Si on se détendait un petit peu, Pascal, qu'est-ce qu'on boit avant l'apéro? Elle n'est pas de vous celle-là, vous avez regardé Toulousain. Effectivement, difficile d'échapper au buzz du moment. Alors c'est une vidéo de quelques minutes qui a été réalisée par 2 comédiens des 3T qui parodient des clichés toulousains, des expressions de la vie courante. La vidéo a été mise en ligne samedi 28 septembre et déjà 250 000 personnes ont visionné Toulousain via Facebook et le virus se propage chaque jour. On regarde un extrait. Ouais, si on prenait des tapas, ça change. Oh ouais, tapas. Non mais j'attends un taxi là. Ouais, bah je pense être là dans 2 jours, à peu près. Tu viens de Toulouse? Mais j'adore Toulouse. Et tu connais Jean-Luc Reichmann? Et il est sympa, Jean-Pierre Madère. Donc tu travailles chez Airbus. Vous mangez du cassoulet pour le goûter? Et il y a Internet à Toulouse? Ah non, ça va. Je passais par Place Saint-Pierre, j'ai dit, j'en profite. Pardon. Qu'est-ce qu'on boit avant l'apéro? Voilà. Comment ça a démarré tout ça, Pascal? Alors Fred et Mélissa sont 2 comédiens au 3T. Ils voulaient communiquer sur le spectacle qu'ils jouent actuellement, qui s'appelle Un perdu, 10 façons de se retrouver. Ils ont eu l'idée d'une mini-série humoristique sur les Toulousains, car il s'agit bien effectivement d'une mini-série. Ils sont en plein tournage du 2e épisode, qui sera diffusé mercredi 16 octobre, toujours via Facebook. Il devrait y avoir au moins 3 épisodes et la participation de personnalités. Et qui voudra bien participer à cette vidéo, car un appel sera lancé dès demain sur Facebook. Vous allez y aller, Pascal, je suis sûre. Oui, avec vous, Sophie, parce que de toute façon, Toulouse, on ne peut pas parler de Toulouse sans TLT. Je pense qu'on va y passer cette bonne guerre. Alors, je crois qu'on va entendre Fred Menuet, qui est l'un des comédiens, justement. Justement, parce que les Toulousains, en fait, depuis que cette vidéo est en ligne, reprennent tous ces gags, ça circule, c'est allé très très vite, à sa grande surprise. On l'écoute. J'ai su que sur Facebook, le samedi à midi, c'était le meilleur heure pour la poster. Donc j'ai commencé moi avec mon réseau d'amis, plus la page fan du spectacle Un perdu, 10 façons de se retrouver. Et ça s'est partagé, mais d'une vitesse incroyable. On prenait toutes les demi-heures 5000 vues. On s'attendait à vraiment un petit succès, mais autant c'est explosif. On est content, mais on est confiant. Ça veut dire qu'on a réussi notre coup et qu'on parle sincère, qu'on est sincère. Parce que je pense pas que les gens vont partager si nous, on n'a pas été sincères. Alors la sincérité, ça ne suffit pas forcément à faire le buzz et je voulais savoir s'il existait des moyens pour booster la visibilité des vidéos, d'une vidéo sur le net pour garantir son succès en quelque sorte une recette magique. Et j'ai posé la question au sociologue toulousain Johan Chollet, il est spécialisé dans les usages et les outils de communication. Et bien selon lui, bon, on le sait, il existe des outils pour justement inonder les réseaux sociaux, pour que des gens justement dont c'est le métier puissent envahir la toile. Mais selon lui, c'est du business, c'est du marketing. Il faut avoir du talent avant tout, une part de chance et puis faire les bonnes rencontres pour sortir du réseau, être relayé par exemple
exemple par les médias, la télé, la radio, la presse écrite, c'est le cas de Toulousain, ou être repéré par des marques. C'est le cas de Léa Camilleri, qu'on connaît ici à TLT. Elle est déjà passée par les plateaux de TLT. Elle s'est fait connaître sur la toile grâce à des petits sketchs. Voilà, on voit des extraits, hein, une série de sketchs. Alors il y a Léa encore junior, il y a Mes premières fois. Mon préféré, ça reste les filles. C'est pas des mecs bien, c'est amour. Les jeux de société, c'est pas mal aussi. Alors vous les avez sûrement visionnés, les ados, c'est sûr. Elle est à l'image d'autres phénomènes du web, Cyprien, Hugo tout seul, Norman. Elle s'est fixée un objectif, être auteure et réalisatrice. Elle est devenue l'image d'un produit contre l'acné, puisqu'elle s'adresse quand même à un public jeune, un public ado. Et elle réalise une web-série pour cette marque qui est intitulée Dans la peau d'une fille. On regarde un extrait sur le thème des vacances en camping. C'est vrai qu'au camping, tout est différent. Pour t'en sortir, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Par exemple, quand t'es enfant, on t'interdit de te balader à moitié nu dehors. Alors qu'ici, tu peux, même si t'es moche ou si t'as un tatouage de chien sur l'épaule. Les gens sont tellement nus que tu te demandes pourquoi il y a autant la queue aux machines à laver communes. Mais qu'est-ce qu'ils lavent? D'ailleurs, un autre truc qui est relou d'habitude, c'est faire la queue. Mais ici au camping, tout le monde kiffe. L'humour aussi est pas pareil. Un peu comme si tout était permis. T'as mis les strings à tes pieds. Comme si le bon goût, lui aussi, était parti en vacances. Une jeune fille, une jeune femme pleine d'imagination. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Elle est auteure de Elle est auteure, réalisatrice, voilà, et elle, en fait, elle se consacre uniquement à ses vidéos. Alors évidemment, à quelques-unes pour des marques, puisqu'il faut bien vivre, hein, mais vraiment son objectif, c'est ça, c'est continuer à faire ses vidéos sur la toile. Et puis, c'était pas forcément pour elle l'objectif également d'être connue, de la notoriété. Célèbre, elle avait envie de s'amuser. Enfin, néanmoins, on peut la voir sur une grande chaîne nationale à de grandes heures d'écoute à l'heure actuelle. Oui, sur un petit spot, petit spot, le petit jingle juste avant. Allez, on va le citer, Danse avec les stars. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, on lui souhaite bonne chance dans ses aventures parisiennes. On est sûr qu'elle saura garder la tête sur les épaules. Et en tout cas, on aura l'occasion de reparler d'elle et de Toulousain, puisqu'on attend le second épisode qui va sortir très bientôt. Une page sport avant de se quitter. Avec le Stade Toulousain qui a fait chuter le leader du classement, le Stade Français, samedi soir lors de la 9e journée du top 14. De son côté, le TFC a battu Nice 1-0 avec la manière résumée, signée Samuel Prieur. Le Stade Toulousain poursuit son exceptionnel sans faute à domicile. 5 victoires consécutives, 5 bonus offensifs, 25 points engrangés sur 25 possibles. La coupe est pleine. Les Rouges et Noirs ont cette fois-ci survolé leur rencontre face au Stade Français. L'homme du match, incontestablement, c'est Yohan Huget. L'arrière international a inscrit 3 essais, une première pour lui en championnat. Je suis très content parce que je demande beaucoup au prépa physique et voilà, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas ce début de saison et voilà, quand ça s'ouvre, je suis heureux. Score final 28-10, les joueurs de Guinoves occupent la 3e place du top 14. Place désormais à la Coupe d'Europe, la première journée de H-Cup se dispute vendredi soir à Vallon contre l'équipe italienne de Zèbre. Le football, au Stadium, les Violets ont accompli un petit exploit, battre Nice. Un exploit car cela ne leur était plus arrivé depuis 7 ans. Une victoire d'un petit but signé Ben Yedder à la 30e qui confirme la bonne dynamique des joueurs d'Alain Casanova. Voici le club toulousain au 12e rang de la Ligue 1. Tous les espoirs sont donc permis afin d'intégrer la première partie du classement. Enfin, une image de la 9e édition du Trail du Cassoulet, une course dominicale qui a réuni plus de 1300 participants. Les amoureux de la course à pied avaient le choix entre plusieurs distances, 14 ou 32 km autour de Verfeil. Une édition boueuse mais festive sur un parcours vallonné qui confirme le grand boom de ce type d'épreuve en pleine nature. Ah, c'est beau des gens qui courent pour du cassoulet. Si je vous dis qu'il est à la fois le séducteur, le mangeur de brebis, le compagnon du sommeil enfantin et l'animal mystérieux qui disparaît l'hiver dans sa tanière, l'ours est à l'honneur au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui lui consacre une exposition à partir de vendredi et jusqu'au 30 juin. Jean-Marc Lucas, l'ours de la rédaction, a rencontré Gaël Cap, chef de projet de l'exposition. Écoutez-la. Bien, on présente des ours, bien sûr, mais on présente surtout le rapport entre l'homme et l'ours qui s'est construit au fil du temps, depuis la préhistoire, et ce, dans le monde entier.
Alors il y a une sorte d'attraction, de répulsion. On voit l'ours, mon doudou, il est tout doux, et puis il y a l'ours qui fait très peur au Moyen-Âge. C'est absolument ça. On a construit l'exposition sur cette ambivalence entre la peur, la crainte et la fascination, la tendresse que nous inspire l'ours. Alors il n'y a pas un ours, il y a des ours. On peut le voir ici. Il y en a un derrière vous, mais il y en a 8 dans cette salle. Alors quels sont ces ours? Alors on va du panda, du grand panda qu'on trouve en Chine, à l'ours blanc polaire. On va avoir 8 espèces d'ours dans le monde qui sont très variées. Donc l'ours brun, l'ours noir, l'ours à collier qui est derrière moi. Et puis ensuite, on va avoir un ours qui est assez singulier et qui est très rare, qui est l'ours à lunettes qu'on trouve dans la cordillère des Andes. Et puis enfin, l'ours lipu, qui est un peu particulier, qui ressemble un petit peu à un chien, qui est l'ours qui a inspiré l'ours du livre de la jungle, Balou. D'accord. Est-ce que tous ces ours qu'on voit derrière nous, qui sont évidemment naturalisés, est-ce qu'ils existent encore tous en Europe ou dans le monde entier? Absolument, mais on trouve des niveaux de population qui sont très variés, puisqu'il y en a qui sont très en danger, notamment l'ours à lunettes des Andes, et puis évidemment le grand panda, qui sont très menacés aujourd'hui. Alors, il y a peut-être une part d'homme dans l'ours, mais il y a surtout une part d'ours dans l'homme. C'est effectivement un animal qui est un peu un miroir de notre part sauvage, puisque cet animal, il est singulier, il se tient debout, et dans l'hémisphère nord, il n'y en a pas d'autre que l'on a pu affronter comme ça, au corps à corps quand on le chassait, dans une forme d'étreinte qui était un petit peu gênante pour l'Église. Alors, en même temps, l'Église avait peur de l'image de l'ours? Eh bien, elle l'a diabolisé. Saint Augustin disait l'ours, c'est le diable. Et il incarnait une forme de paganisme, c'est-à-dire un culte qui échappait à l'Église catholique, qui a remplacé notamment des fêtes qui étaient dédiées à l'ours, qui étaient un peu païennes, qu'on retrouve toujours dans les Pyrénées-Orientales, notamment à Prats de Moyo, et qui l'a remplacé, par exemple, par la Chandeleur et des fêtes chrétiennes. Voilà. Est-ce que la religion a pris le lion après comme icône ou comme symbole? Absolument, je crois que vous connaissez bien le sujet. Le lion était un animal biblique, au contraire de l'ours, qui n'apparaissait évidemment pas dans la Bible, et il l'a remplacé petit à petit, notamment sur les blasons, puisque de nombreuses armoiries portaient l'insigne de l'ours, ce qu'on va retrouver encore dans certaines villes en Europe, notamment Berlin, Madrid, ou bien l'effigie du drapeau russe, puisque l'ours est encore un animal royal. D'accord. Alors, on a dit attraction-répulsion entre l'ours et l'homme. En même temps, l'homme a dressé l'ours. Alors, après l'avoir chassé et tenté de l'éradiquer, l'homme s'en est servi, puisque c'est une constante chez l'homme. Il faut pouvoir se servir de la nature et lui faire produire quelque chose, sinon elle ne sert à rien. Et donc l'ours, on s'est dit, mais il ressemble à l'homme, alors pourquoi pas lui faire singer l'homme? Donc on l'a dompté, dressé, à copier nos comportements, puisqu'il se tenait debout très facilement. L'ours, au fond, est peut-être encore un homme sauvage. À cause des poils, vous dites ça? Le fait qu'il se tienne debout, qu'il soit poilu et très fort, a fait fantasmer beaucoup de chasseurs, je dirais, et peut-être encore beaucoup d'hommes aujourd'hui. Puisqu'encore aujourd'hui, dans les Pyrénées, il peut arriver que quelqu'un vous emmène après des heures de prise de contact dans son grenier, vous présenter une patte d'ours qu'il tient de sa famille, parce que ça se transmettait de génération en génération. Et cette patte d'ours, elle symbolise toute la force et la puissance de cet animal. Merci. Voilà, une exposition à ne pas manquer donc au Muséum d'Histoire Naturelle jusqu'à fin juin, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et nous sommes le lundi 7 octobre, vous l'aurez corrigé évidemment. Demain soir à cette même place à 19h en direct. Jean-Marc Lucas, à bientôt sur TNT.